Venant d'un mot latin qui veut dire forteresse, les châteaux sont à l'origine des édifices défensifs dressés par les seigneurs au Moyen-Âge. Souvent discrets, les châteaux et manoirs de Gâtine font pourtant bien partie du paysage. Avec les logis et demeures classés ou inscrits au titre des monuments historiques, on en compte 32 sur le territoire. Élément incontournable du paysage local, il y a ceux qui sont ouverts au public, ceux qui sont privés avec des visites pendant les journées du patrimoine et ceux qui font dans l'hôtellerie. Dans ce 5e épisode d'Objectif Gâtine, on vous emmène à la rencontre de 3 châteaux, chacun localisé sur l'une des 3 communautés de communes du pays de Gâtine. Premier arrêt, dans le plus ancien d'entre eux, le château de Tensu à Amayou. Pour nous accueillir, Philippa Freeland, propriétaire du château depuis 35 ans. Une rencontre qui a eu lieu avant le chantier d'aspiration des lentilles d'eau dans les douves qui était apparu suite au dernier tremblement de terre. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Il date du 14e. Après, il y a des tours qui furent construits un peu plus tard, 15e. Et puis un logis 16e. Et donc, il a toujours été habité quelque part, même si, après la Révolution, il n'y avait plus de propriétaire. Il fut un bien de l'État, mais avec toujours quelqu'un dedans. Et il a servi un petit peu pendant les guerres de 100 ans. Il est construit en granit et c'est pour cela qu'il est en si bon état actuellement. Extérieurement. À l'intérieur, il était déjà en très triste état quand nous l'avons acquis parce qu'il fut plus ou moins abandonné en tant que château et devenu ferme au début du XXe siècle. Donc tout est à refaire quand nous l'avons acquis en 1989. Between the salt walls around the sea strand, then shall be a true love of mine. Pour mon mari, le but était de l'acheter. Pour moi, le but était de partir dès que possible. Parce que j'avais 3 enfants de bas âge et je me voyais mal habiter dans un château en état très délabré. Et donc, mon but était juste de le remettre en état dans l'esprit des différentes époques qu'il a vécues. J'ai 5 chambres et donc je propose un séjour sur 1 ou 2 nuits normalement. D'une espèce d'immersion aussi dans le médiéval par le contexte, par la décoration des chambres. Un petit peu dans le jardin aussi qui est dans l'esprit médiéval. Et donc un séjour inoubliable, une immersion dans le passé, mais sans d'autres prestations que le lieu qui parle pour lui-même. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. She once was a true love of mine. Direction maintenant le paisible château du Gazeau à Saint-Ouen. Propriétaire depuis près de 50 ans, Odile et Daniel profitent pleinement du lieu depuis la fin des années 90. Installé sous un arbre, Daniel nous raconte la formidable histoire de cet édifice qui ne compte plus le château en tant que tel, mais où les annexes ont été entretenues et rénovées avec passion. La première propriétaire donc du château du Gazeau est une certaine Jeanne de Gazeau. Elle a épousé Pierre Aimeret en 1450 et ils ont fait construire le château du Gazeau, je dirais, dans la foulée. Pierre Aimeret était un homme fortuné, c'était un conseiller au Parlement de Bretagne. Si le château
abritait les nobles familles, le reste de la propriété qui est toujours existante aujourd'hui abritait des gens beaucoup plus simples, habitaient les fermiers, les exploitants agricoles. Donc sur ma gauche, le bâtiment de liaison qu'on appelle le dortoir des pèlerins et qui communiquait avec le château et qui permettait donc aux châtelains ou aux prêtres qui officiaient, si je peux dire, de passer d'une maison dans l'autre, ou d'une propriété dans l'autre, et de rejoindre la chapelle qui est au fond. Donc Jeanne de Gazeau avec Pierre Hébret sont restés ici, ou leurs descendants sont restés ici pendant 3 siècles, jusque grosso modo en 1750. En 1750, la propriété a été vendue jusqu'en 1798, où elle a été recédée, et ensuite elle est restée à nouveau dans la même famille jusqu'à la fin du 19e siècle. Cette famille, dont la dernière représentante était Anne-Adélaïde de Savignac, qui était propriétaire avec son époux, a décidé de vendre à la fin du 19e siècle en viager aux fermiers qui étaient propriétaires ici. Les fermiers se sont appropriés l'ensemble et aujourd'hui, je rencontre très fréquemment tout un tas de gens qui me disent « Ah, ma tante a habité là ». Il y a tout un côté sociologique, si vous voulez, qui rentre là-dedans. Et ce qui fait que lorsque on a décidé d'ouvrir au moment des Journées du patrimoine, il y a eu énormément d'habitants du secteur, du canton, qui sont venus. C'était excessivement agréable. Et nous-mêmes, on est devenus propriétaires en 77. Alors vous voyez, ça va bientôt faire 50 ans. Alors je ne vous cache pas que dans tous les propriétaires d'une maison comme celle-ci, on a des moments où on s'interroge. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Évidemment, parce que ça demande beaucoup de sacrifices, mais ça donne aussi des satisfactions. Parce que, je disais toujours, on est des passeurs. Mais bon, au début, quand on a 30 ans et qu'on achète une propriété comme celle-là, on ne se sent pas tellement passeur. Non, on se sent propriétaire et on a envie d'y faire quelque chose, d'y faire sa vie d'abord. Et puis, si on peut le restaurer, tant mieux. Et bon, ça, c'est quelque chose qui vient petit à petit. Tout du moins, dans mon cas, c'est venu petit à petit, cette envie. Ça m'a fait découvrir plein de choses sur l'architecture que je ne connaissais pas précédemment. Vous voyez bien que le Gazeau n'a rien d'ostentatoire. C'est quelque chose de très simple. Je pense que c'est justement ce côté simple qui en fait le charme et la beauté. Le château ne se visitant pas comme un musée, Daniel n'a pas souhaité que l'on filme l'intérieur de sa maison. Le domaine du Gazeau, tout comme le château de Tensu, est ouvert au public en septembre pour les Journées européennes du patrimoine. Notre balade se termine au nord du territoire, aux portes du très célèbre château de Saint-Loup-sur-Thouet. Ce dernier est le seul de notre sélection qui est ouvert au public avec des visites et visites guidées de mai à septembre. Propriétaire, hôte et conservateur amoureux du lieu depuis le début des années 90, Charles-Henri de Bartillat nous accueille dans la très belle orangerie du château. Occupé par un séminaire toute la semaine, il ne nous a pas été possible de visiter l'intérieur du bâtiment. Cela dit, avec un aussi grand domaine, on avait tout de même de quoi vous faire rêver. J'habite le château de Saint-Loup depuis 34 ans maintenant. C'est ma maison et c'est aussi la passion de ma vie, on peut dire. Un lieu d'exception, très ancien, au moins 1000 ans d'histoire et avec beaucoup de composantes esthétiques de très grande qualité. Le château construit par la famille Gouffier que l'on aperçoit en arrivant à la grille est magnifique. Et on aurait tendance à retenir ce château comme étant le seul élément historique, ce qui est tout à fait faux, car il a 400 ans, mais le château de Saint-Loup a plus de 1000 ans. Et c'était autrefois un château fort, avec un village fortifié. Le village qui est à l'extérieur actuellement a été construit à la Renaissance, et avant, il se trouvait dans l'enceinte du château fort, avant que le château de la famille Gouffier ne soit construit. Il faut bien comprendre que la perspective est très différente entre les deux châteaux. Le premier, c'est des gens qui s'associent pour essayer de défendre leurs biens, leur famille, leur vie, et ils décident de construire un village fortifié derrière des remparts. Et l'objet de ce château est de protéger des vicissitudes de la guerre. Alors que le château construit par la famille Gouffier au début du XVIIe siècle est un palais dans lequel on vivait avec une nombreuse domesticité, puisqu'il y avait à l'époque 45 jardiniers et 50 personnes dans la maison. Et c'était une vie complètement différente et une perspective totalement différente également. Quand on vient maintenant visiter les jardins du château de Saint-Loup,
on a le point de vue qu'on avait, grosso modo, il y a 300 ans. J'ai pris énormément de plaisir à consulter les plans qui se trouvent aux archives départementales à Niort, et donc à les reproduire, notamment à la demande du ministère de la Culture. Et c'est pourquoi le jardin du château de Saint-Loup est le seul jardin classé monument historique du département en main privée. Donc ce qu'on voit ici, c'est le jardin reconstitué avec les caisses d'orangers. Et si vous étiez venu il y a 300 ans, c'est ce que vous auriez vu. Les châteaux, il n'y a pas une seule manière de les exploiter, il y en a beaucoup. Et donc pour le premier métier pour les châteaux, c'est quand même la visite. Donc nous avons ouvert à la visite dès que j'ai acheté le château il y a 34 ans. Parmi ces visiteurs, certains disaient mais on aimerait bien passer la nuit, est-ce que ce serait possible? Donc nous avons dit oui, avec plaisir, et on leur a préparé une chambre et ils ont passé la nuit là, on leur a servi un petit déjeuner, ils étaient très contents. Donc nous avons développé une activité d'hôtellerie qui fonctionne encore très bien, et tous les jours, toute l'année, nous avons des clients qui viennent habiter le château. L'été, dès qu'on est en belle saison, on peut habiter soit dans le château du XVIIe siècle, soit dans le donjon. Donc les clients ont le choix. Donc tout cela est lié à une activité plus ou moins hôtelière, mais également à des réceptions comme les mariages et les séminaires que nous essayons de développer. Et donc tout ça, ça fait vivre le château et vivre d'une manière assez agréable. Et on est ouvert donc beaucoup plus que le maximum légal qui est de 40 jours par an, puisqu'on est ouvert tous les jours en juillet et en août, et puis chaque fois qu'on nous demande, en fait, on ouvre la porte. Voilà. Notre visite se termine sans la possibilité d'être exhaustif, et oui, le territoire comptant tellement de demeures et logis à découvrir. Par notre échantillon, nous voulions vous montrer plusieurs types de bâtis qui ont marqué différemment l'histoire de la noblesse locale et qui n'ont cessé de se renouveler grâce à l'amour de leurs propriétaires. Du château qui n'est plus à la forteresse médiévale en passant par le résidentiel luxueux de l'époque Renaissance. L'an prochain, pour continuer sur les châteaux, on vous réserve une visite de Coulonges-sur-l'Autise. Avant ça, on se retrouve très vite pour le 6e épisode de la série, consacré cette fois à l'art de la restauration.